Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Le Club Pancho est de retour après cette trêve internationale. Nous avons vécu des émotions fortes avec cette équipe de France. Pour m'accompagner pour cette émission un peu débrief de ce match, de cette purge, que dis-je, de cette affreuse performance de nos Aiglons, l'habitué, le fidèle, le GOAT du Super Quiz, Alric. Bonsoir Alric, comment vas-tu? Salut Pancho, salut Ben, salut Romain, salut à tous. Ben écoute, ça va plutôt bien. Je me suis remis de la gueule de bois infligée par la purge que nous avons vue entre Troyes et Nice, enfin de la part de l'OGC Nice ce dimanche. Mais là, ça va un peu mieux, oui. Donc je suis prêt à en découdre. J'en profite aussi pour saluer toutes les personnes qui sont présentes sur le chat Twitch. Également Ben qui était là pour la première de l'émission, c'était donc le match de Reims. Tu m'avais accompagné pour cette première émission, donc bah, écoute, re-bienvenue, merci à toi d'être là. Et puis bah, écoute, comment vas-tu? Merci beaucoup. Écoutez, déjà ravi d'être de retour. Ça m'avait manqué de participer à tes émissions. Moi, j'avais bien aimé la première, donc en plus le quiz m'a un peu manqué. J'aimerais bien défier Alric et voir qui est le meilleur. Mais, mais blague à part, ça va très bien. Il faut relativiser la défaite, évidemment. On a été un peu moins bon que d'habitude, voire beaucoup moins bon que d'habitude. On en reparlera plus tard. Mais il y a des erreurs de parcours dans toutes les saisons. Et puis on est quatrième du championnat, donc il y a vraiment pire comme situation. Bon, je te rends la main parce que si tu me lances, j'ai pas fini de suite. Non, non, mais il y a pas de souci. Et puis Romain, donc, qui nous accompagne aussi. Donc Romain, je crois que c'est ta troisième émission, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Voilà, donc bah, écoute, re-bienvenue. Comment vas-tu, Romain? Est-ce que tu t'es remis de tes émotions d'hier? Bah écoute, Pancho, déjà ça va très bien. Remis, pas encore totalement, mais je suis en train de digérer, donc c'est assez dur, mais voilà, je suis très content en tout cas de vous retrouver, de retrouver le club Pancho. Eh bien, écoutez, moi, je suis ravi aussi de vous retrouver, les gars, qu'on puisse parler du gym. Mais avant toute chose, donc comme je vous l'ai dit un peu avant l'émission, on va parler de deux actualités donc, qui ont un peu secoué la sphère football pendant cet arrêt de la Ligue 1. Donc la première concerne du coup Hugo Lloris. Donc il y a eu ces deux matchs de Nation League de l'équipe de France, donc cette demi-finale contre la Belgique et cette finale contre l'Espagne. On a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires négatifs, j'ai envie de dire plus que d'habitude, parce que Lloris, je pense, fait débat auprès de beaucoup, auprès des observateurs sur, je veux dire, on va dire sa crédibilité. Les gars, vous en pensez quoi par rapport à ça? Est-ce que c'est un vrai faux débat? Alric, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah que c'est un débat que nous avons depuis plusieurs années. Je dirais, je serais même tenté de dire depuis 10 ans. Est-ce que Hugo Lloris est un bon gardien? Est-ce qu'il mérite d'être numéro un de l'équipe de France? Oui, je comprends le débat parce que au niveau national, bon ben voilà, et au niveau équipe de France, bon ben voilà, il a une Coupe du Monde, il a une Ligue des Nations, donc il a des trophées qui parlent pour lui. C'est vrai qu'en termes de parcours en club, on peut se poser la question de comment ça se fait qu'il a pas quitté Tottenham depuis un moment et qu'il n'a pas rejoint un club un peu plus grand. Est-ce que c'est parce qu'il n'en a pas eu la possibilité ou est-ce que c'est parce qu'il l'a pas voulu? C'est peut-être ça qui fait se poser certaines questions quant à sa légitimité. Après, la légitimité pour être en équipe de France, il l'a bien sûr. La légitimité pour être capitaine, si vous avez vu récemment sur Amazon Prime le reportage en inside au sein de Tottenham qui avait été fait lorsque José Mourinho était coach, ben, la réponse, on l'a tout de suite. Hein, c'est un bon capitaine qui parle, qui motive ses joueurs, qui est important dans le vestiaire. Maintenant, après, comme tout gardien, il a des défauts, il fait des erreurs. Il a notamment un jeu au pied qui est défaillant. Après, je connais pas énormément de gardiens qui ont un jeu au pied irréprochable.
hein. Tous ne sont pas sud-américains à faire des dégagements directs en passe décisive. Donc voilà, moi je pense que c'est un faux débat, et puis surtout c'est un débat qu'on a depuis trop longtemps pour qu'il reste crédible quand on voit que Hugo Lloris finalement n'a pas un si mauvais parcours que ça. C'est vrai qu'il lui manque quelques trophées en termes de championnat, je dirais, et en club, mais en équipe de France, je pense que c'est très difficile de le remettre en cause. Est-ce que justement ce débat n'intervient pas aussi des suites des bonnes performances, alors avant sa blessure, mais de Mike Maignan avec l'AC Milan, peut-être Ben? Oui, c'est ça le souci aussi, c'est que ça arrive à un mauvais moment. Et Alric soulignait un point que je trouve très important et très intéressant, c'est qu'il disait que Loris ne fait pas de très beaux dégagements, etc., comme les Sud-Américains. Je le rejoins parfaitement. Cette vision selon laquelle un gardien doit savoir bien jouer au pied, bon d'accord, il faut savoir un minimum jouer au football, savoir faire des passes, des longs dégagements, mais la base d'un gardien de but, c'est d'arrêter les buts. Ça paraît aussi bête et méchant, aussi stupide que ça. Mais factuellement, Hugo Lloris nous a sauvé tellement de fois en équipe de France, même a sauvé pas mal de fois Tottenham. Mais en équipe de France, faut pas oublier sa Coupe du Monde, même si c'était il y a 3 ans et que le football va très vite. À chaque match, il nous sauve. Bon, il y a sa boulette en finale, mais à chaque match, il nous sauve. À l'Euro 2020, 2021 ou 2020, suivant comment on l'appelle, son pénalty face à la Suisse, il relance complètement le fil de la rencontre. Et là, bah, très récemment, face à l'Espagne en finale de la Ligue des Nations, il fait deux arrêts en fin de match à la 89e et 93e, je crois. Hugo Lloris, c'est un grand gardien, il ne faut pas l'oublier. Et évidemment, le souci pour lui, c'est que Mike Maignan est jeune. Mike Maignan progresse très vite. Pour moi, l'année dernière, en Ligue 1, c'était le meilleur gardien du championnat. Parce que Navas, parce qu'il a fait plus de différence, c'était le meilleur gardien du championnat. Là, il est avec un grand club qui est l'AC Milan. Il va avoir une exposition supplémentaire en Coupe d'Europe. La question pour moi de remplacer Loris est un peu prématurée dans le sens où c'est un capitaine. Et qu'un capitaine, on ne le change pas forcément. Alric a tout bien détaillé sur sa capacité à être un bon capitaine. C'est d'autres types de capitaines par rapport à Pogba, etc. Il a montré que c'était un bon capitaine. Donc la question est prématurée. Par contre, après la Coupe du Monde 2022, je ne sais pas, il devrait avoir quoi, 34, 35 ans. Là, pour le coup, oui, il faudra penser à l'avenir. Mais là, à la moitié du parcours pour la Coupe du Monde, c'est beaucoup trop tôt et trop tard pardon, pour changer de gardien de but. C'est un poste très important. Tu ne peux pas changer comme ça d'un coup, surtout quand c'est un capitaine. Romain, pour conclure sur ce débat, est-ce qu'on est d'accord pour dire que l'échéance de la prochaine Coupe du Monde approchant, ça va être le dernier grand défi international de Hugo Lloris sous le maillot d'équipe de France? Oui, pour moi, je suis d'accord. La Coupe du Monde 2022, je pense que ce sera effectivement le dernier grand tournoi majeur d'Hugo Lloris. Et puis voilà, Mike Maignan pourra prendre sa place dans les buts. Mais tant que Lloris restera performant en bleu, enfin en équipe de France, je vois pas pourquoi il faudrait se presser de mettre Mike Maignan dans les cages tout simplement. Alors pour l'instant, Mike Maignan fait un très bon numéro 2 puisque Mandanda est passé numéro 3 très récemment, et même je crois c'était le cas à l'Euro, même avant l'Euro. Mais je pense que Lloris, tant qu'il répond présent encore, il doit continuer. Et je pense aussi qu'il y a un énorme manque de reconnaissance envers lui. Et je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment dommage puisque depuis plus de 10 ans, il nous a tellement sauvés, comme le disait Benjamin juste avant. Je comprends pas comment on peut, comment dire, alors, chacun a son avis là-dessus. On peut aimer Lloris, l'homme, on peut aimer l'homme ou pas, le gardien qu'il est. Mais voilà, pour moi, le minimum, c'est d'avoir une reconnaissance pour tout ce qu'il fait depuis plus de 10 ans en équipe de France. On est d'accord là-dessus, je pense. Mais ce sera... Oui, oui, Alric. Après, si tu me permets quelque chose, je viens de vérifier l'âge de Mike Maignan, qui a déjà 26 ans. Ouais. Alors déjà, tu vois, dans la phrase, il y a quelque chose, c'est il a déjà 26 ans. Tu vois, je m'attendais à ce qu'il soit plus jeune que ça. Je pensais Et qu'il était aussi plus jeune. je peux comprendre que dans la tête de certains, on se dise, bon, c'est peut-être le moment de changer de cycle. Tu vois, c'est la fin d'un cycle avec Deschamps à la fin de la Coupe du Monde 2022.
c'est probablement la fin d'un cycle avec bon nombre de joueurs d'ailleurs de cette équipe de France. Il faut renouveler. Et comme il a déjà 26 ans, et que Hugo Lloris, quand même, il trust la place de numéro 1 depuis très longtemps, depuis au moins 2010, donc ça fait plus de 10 ans. C'est vrai on a le droit de se poser la question, bon, est-ce qu'il ne serait pas le moment de mettre une nouvelle génération au pouvoir? Et parce que là, tu vois, j'ai été surpris, je m'attendais à ce que Mike Maignan ait 23 ans, 24 ans. Et en fait, non, il a déjà 26 ans, donc il est au top de sa carrière là, déjà. Et il n'a pas été encore numéro 1 en équipe de France. Mhm. Non, c'est assez juste. Ce serait intéressant de faire d'ailleurs un débat sur les gardiens en équipe de France et de voir euh, entre Barthez et Lloris quel est le gardien qui a le plus marqué l'équipe de France. Voilà, je vous laisse là-dessus pour réfléchir. On va passer au deuxième. Pour moi, la réponse est déjà faite. Alors, Ah bah oui, pas ce tous les soir, Niçois pas vont ce répondre soir, Hugo. pas ce soir, pas ce soir, pas ce soir. Non, non, parce que je pense que pour le coup, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Je l'ai eu, moi, dans la sphère privée, on va dire, il y a peu de temps. Et voilà, j'en dirai pas plus. La deuxième polémique, et là, on est quand même sur quelque chose d'assez compliqué. Andy Delors, donc qui rappel des faits, Andy Delors a été sélectionné, convoqué par Jamel Belmadi, le sélectionneur algérien. Delors a décliné la sélection, disant vouloir mettre entre parenthèses ah, une, Alors non, c'est pas exactement ça. une correction de C'est pas la exactement VAR, la ça. VAR. Il n'a pas été, il a pas Ah, été il l'a convoqué. prévenu, il l'a prévenu. Il a dit, il a prévenu qu'il souhaitait mettre entre parenthèses, parce que tu n'as pas le droit de refuser une convocation quand c'est des dates FIFA, c'est interdit par le règlement. Ok. Donc il a prévenu comme quoi il voulait mettre entre parenthèses la sélection pendant au moins un an. Et réfléchissez bien à ce qu'il y a dans un an. Et c'est en ça que Jamel Belmadi est monté au créneau en disant déjà, c'est pas correct de faire ça comme ça par téléphone sans avoir la personne et sans en discuter. Et surtout, dire, et que ça me permet d'embrayer, excuse-moi, hein, je t'ai coupé Pancho, mais ça te permet d'embrayer sur mon avis dans cette affaire. Je peux comprendre la frustration de Jamel Belmadi qui dit attends, il me prend quand même pour un dindon parce qu'il refuse la concurrence en Algérie parce qu'il sait qu'il joue pas énormément, encore que selon les chiffres donnés par Jamel Belmadi, c'est contestable. Mais par contre, il veut se concentrer sur la concurrence qu'il y a à Nice. Et surtout, il me dit bah, peut-être que je reviendrai dans un an. Dans un an, il y a la Coupe du Monde. Donc c'est totalement stupide de raisonner comme ça de la part d'Andy Delors, même si je ne vais pas cacher le fait Ah que oui. ça m'arrange en tant que supporter de l'OGC Nice. Mais je peux comprendre l'agacement de Jamel Belmadi qui a quand même manqué aussi un peu de tact, je dirais. Et surtout, j'aimerais que le club clarifie certaines choses, notamment les dirigeants, concernant cette histoire de clause, pas clause, je sais pas quoi. Parce que je trouve que Belmadi, entre le cas Attal, entre le cas Boudaoui et entre le cas Delors, il a quand même logé Nice bien dans le collimateur. Et ce qui m'agace fortement, et je l'ai dit ce matin dans l'émission avec Sébastien, c'est que le Nice ne répond pas. Et que personne réagisse. On se fait marcher dessus par un sélectionneur national qui, ok, il a fait de très bonnes choses avec l'Algérie, il en a fait la meilleure sélection nationale africaine, ils ont remporté la CAN, ils partent pour un back-to-back, il n'y a aucun souci, très bien. Sauf que ils critiquent le fait que Attal ne soit pas professionnel et que ça vienne peut-être de l'encadrement du club. Faux. Ils critiquent le fait que Boudaoui ne soit pas à sa place à l'OGC Nice, sauf qu'il joue jamais en sélection nationale. C'est Galtier qui l'a dit. Et ensuite, ils critiquent l'attitude d'Andy Delors vis-à-vis de la sélection et il remet en cause le fait que peut-être c'est dû au fait que le club lui a demandé de pas aller à la CAN parce que ça ne les arrangeait pas. Admettons que ce soit vrai, que ce soit moralement répréhensible, il n'y a pas de souci. À quel moment le club ne tape pas du poing sur la table en disant stop, arrêtez de nous prendre pour votre serpillière et on va s'expliquer. Et on va vous montrer que si ça ne vous convient pas, on ne vous les envoie pas, vos joueurs. Et c'est réglé. Parce que moi, c'est ça qui m'agace. Voilà, j'ai fini. Non mais ah non mais je suis totalement d'accord avec toi et je vous donne la parole les gars après. Euh, on a quand même le sentiment que depuis le début de la saison, tu l'as dit, hein, on est le paillasson du championnat.
entre les agissements dans les stades, toute la communication qu'il y a eu les jours et les semaines qu'on suivi, où justement c'était une méthode, on va dire, adoptée par le board niçois de ne rien dire, mais finalement on s'est fait souiller dans tous les sens. C'était pas tenable. Justement, Ben, toi, comment tu vois un peu cette polémique autour de notre joueur je suppose que les mots de Alric résonnent un peu en toi, quoi. Oui, bah, Alric a tout résumé. Il y a un traitement de défaveur avec l'OGC Nice depuis le début de saison. C'est absolument insupportable. Chloé, est-ce que tu peux Entre les fermer la porte, s'il te médias et plaît? les différents sélectionneurs, c'est un peu la mode, hein, de rouler sur l'OGC Nice. Je ne sais pas ce qu'on leur a fait. Bon, évidemment, Belmadi, ancien Canois, ancien Marseillais, donc on a de suite compris que voilà, il n'était pas très aimé avec les Niçois. Bon, en même temps, sa carrière de footballeur laisse à désirer. Enfin Oui, bon, non, il mais, non, mais était. est-ce qu'on peut vraiment juger ça sur le parcours, la rivalité, etc. Il y a un message derrière qui est envoyé. Je veux dire, Et oui, oui, oui. est-ce qu'il y a vraiment un accord écrit ou même un accord moral avec les joueurs africains lorsqu'ils signent à Nice? Moi, c'est ça. Et comme le dit Alric, je pense qu'on a besoin de transparence par rapport à ça. On a besoin de Et je, savoir. je pense pas que ça soit légal. Enfin, en tout cas, même si c'était légal, on a Non, bien. c'est pas légal. C'est pas Si c'est le légal. cas, c'est pas légal. Voilà, donc c'est pas légal. Donc comment le sélectionneur, c'est presque de la diffamation de dire ça. Faut que l'OGC, bon, je vais pas dire qu'on va porter ça devant les Alors, tribunaux, il a c'est affirmé, exagéré. apparemment, Julien Fournier, il a affirmé sur RMC, excuse-moi, je te coupe, mais il a affirmé Vas-y, sur vas-y. RMC qu'il avait eu Julien Fournier au téléphone, qui lui avait dit que effectivement il y avait des discussions comme ça. Alors, qu'il avait répondu, Belmadi, qu'il avait répondu, bah, écoutez, je trouve pas que ça soit correct ce que vous faites. Sauf que ça, c'est ce qu'il dit. Et il y Quelle a est les la contrats, il y a réponse de les clauses. l'OGC Nice? Oui, mais le Voilà. souci, c'est Quelle est la c'est que c'est réponse dans de la l'OGC Nice? continuité. Vas-y, Alric, excuse-moi. Non, 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 mais moi, ce que je supporte pas, c'est qu'il y a quelqu'un sur une radio nationale, RMC, pour ne pas la citer, qui accuse l'OGC Nice de choses moralement répréhensibles. Alors, c'est très bien. Mais quelle est la preuve? Quelle est la preuve? Et surtout, pourquoi l'OGC Nice ne répond pas si c'est faux? Ouais, est-ce Ouais, mais que... Voilà. on se laisse marcher dessus partout. Vous avez bien vu avec les incidents Nice-Marseille, le club a mis du temps à réagir. Et là, regardez sur l'équipe 21, Nabil Djellit et Castaldi, là, qui étaient montés au créneau quand il y a eu des soucis avec l'OGC Nice. Là, on les a pas entendus, hein, quand le Lorienté il a pris une bouteille dans la figure face à Marseille. Je dis que c'est bizarre, hein, excusez-moi que c'est l'expression, mais c'est vraiment louche que quand c'est l'OGC Nice, tout le monde monte au créneau parce que c'est scandaleux, c'est les vilains fachos niçois. Et là, parce qu'en plus, voilà, on a l'étiquette de facho maintenant. Donc, ah oui, c'est sûr, on ne veut pas envoyer un joueur en équipe nationale africaine, dans une équipe nationale africaine. C'est vrai qu'on a toujours refusé de faire jouer des Africains et de les mettre dans des équipes nationales. C'est pour ça qu'on a envoyé Hassan Kamara jouer avec la Côte d'Ivoire face au Malawi, je crois, avec des terrains Et c'est super pour ça qu'on a compliqués, eu où il peut facilement se certaines blesser. Et c'est années. pour ça, voilà, on est les méchants, on n'envoie personne, on est juste les vilains de ce championnat, mais il faut arrêter ce traitement. J'espère que l'OGC Nice va enfin réagir à la communication sur tous les points. C'est scandaleux ce que vient de dire Belmadi. J'ai l'impression qu'il veut se payer l'OGC Nice. Et c'est vraiment à nous de réagir, Et c'est là, scandaleux. Et de l'or, par contre, il a un petit peu. Je dis C'est pas qu'il a, stupide il de a faire ce que fait fauté. Delors. Ouais, je pense qu'il a un petit peu fauté parce que il y a 2 ans, il disait, il criait sur les réseaux, Taria Jair, etc. Vraiment fier d'être algérien, etc. Bon, est-ce qu'il est algérien de grand-mère, de grand-père, peu importe. Mais maintenant, de faire ça à 6 mois ou même pas 6 mois de la CAN, je trouve que c'est une erreur de sa part. La CAN, c'est une belle compétition. Après, comme tu as dit, Alric, franchement, je suis très content parce que la CAN, c'est un moment où on perd des points. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2017, on perd 6 points à la CAN. On perd la première place, on perd Mika Seri, Younes Belanda et on se rattrape jamais de cette période un peu terrible. D'ailleurs, on est éliminé en Coupe de France aussi face à Lorient. Donc, s'il n'y va pas, c'est tant mieux pour nous. Mais vis-à-vis de lui, je trouve que c'est dommage, c'est regrettable. Et j'en voudrais pas à Camara, à Tal, à Boudaoui s'ils vont à la CAN. C'est tout à fait logique de représenter son pays. avant de donner la parole à Romain, au sujet de Delors, est-ce que l'erreur ne vient-elle pas du fait que il aurait dû dire je prends ma retraite internationale? C'est un peu ce que l'idée de Brice dans Avanti Nice, finalement, c'est extrêmement maladroit. Ça fait un peu
bah écoutez, voilà, allez galérer pendant un an pour les qualifs, allez vous faire chier sur des champs de patates aux quatre coins de l'Afrique, et puis moi je viens les pieds en éventail au Qatar pour défendre les couleurs du pays. Je trouve je trouve ça maladroit. Après, en tant que supporter niçois, moi je suis ravi. Quel est ton avis, Romain, là-dessus? Oui, alors c'est sûr que Andy Delors a des torts, bien sûr, comme tu viens de le dire. Mais ce que je supporte pas, enfin ce que j'ai pas supporté du moins, c'est que Belmadi s'est permis de le lyncher en public alors que normalement ce genre de choses, tu le règles en face à face avec ton joueur en dehors des médias. Parce que là, il y a eu un déferlement de haine, tout le monde s'est permis de dire oh, Andy Delors, c'est un chien, excusez-moi du terme, hein, enfin, il s'en est pris des vertes et des. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, des tweets sur lui, et tout le monde s'est permis de défendre Belmadi, et je trouve ça vraiment nul. Alors, Delors, oui, il a peut-être des torts, mais Belmadi, en tout cas, il n'avait pas à intervenir de cette manière-là, et Galtier, je pense il a bien remis en place 2 jours avant le match contre 3. Et, euh, et puis voilà, c'est terrible, mais comme le disait Ben, on a l'impression que maintenant l'OGC Nice dérange, que voilà, tout le monde Et c'est aime plutôt lui une bonne taper chose. dessus. Est-ce que ce serait pas plutôt une bonne Ouais, oui, chose? voilà, bah justement, j'allais le dire, c'est plutôt une bonne chose parce que ça montre justement que l'OGC Nice est en train de grandir, de franchir un cap. Et parce qu'il y a quelques années de ça, on parlait pas autant de nous que ça. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le cas. En plus qu'aujourd'hui, on a l'entraîneur champion de France, on a le projet Ineos qui a commencé voilà, depuis le début de la saison. Après 2 ans de galère où on n'a pas forcément fait les choses bien. Voilà, c'est comme tu dis Pancho, c'est plutôt positif, même si c'est insupportable toute cette haine, mais justement ça, comment dire, faut rester unis face à ça, nous supporters niçois et face à tout ce monde-là. Je pense que on mettra, je pense, on remettra les pendules à l'heure lorsqu'on on se qualifiera en Ligue des Champions en fin de saison. Et je pense que C'est ça. beaucoup d'équipes vont avoir le bec fermé. Sur ce, messieurs, je pense Exactement. on va fermer un peu la parenthèse actu slash un peu polémique et se recentrer un peu sur le jeu parce qu'on est là aussi pour ça. On va se baser donc sur ce match qui a eu lieu donc hier après-midi, dimanche 13 h au stade de l'Aube. Une défaite 1-0, une défaite à mon sens méritée, assez juste vis-à-vis de la physionomie du match. Alric, quel regard portes-tu sur ce match et sur le contenu de ce match de la part de nos Aiglons? Alors ben, je vais reprendre les mots de Christophe Galtier parce qu'il n'y a même plus de plaisir à commenter une défaite comme ça de l'OGC Nice parce qu'avant, quand on avait notre ancien entraîneur, il nous disait qu'il voyait des super bonnes choses après une grosse défaite. Et là, on a un coach qui nous dit qu'on a été mauvais du début à la fin. Donc du coup, il n'y a même plus de plaisir à les défoncer, c'est le coach qui le fait à notre place. C'est exactement ça. C'est ça. C'est aussi simple que ça. On ne pourra pas faire plus sanglant que ce qu'il a dit. Il a dit qu'il n'y a pas que l'entame qui a été mauvais. On a été mauvais sur tout le match. Les joueurs étaient au courant de ce que Troyes était capable de faire, mais n'ont pas répondu aux défis imposés. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? C'est ce qu'on a vu. Ouais. On n'a pas vu de match. On a eu une frappe cadrée, je crois que c'est celle d'Amine Gouiri, 3 minutes après qu'il soit rentré en jeu. C'est tout. Delors Dolberg, ça fonctionne pas. Mais ça, on le savait déjà. Mais au moins, ça permet de me conforter dans le fait que quand tu mets deux joueurs au profil similaire, ça ne peut pas fonctionner en duo. Je te trouve Donc, assez dur là-dessus, je me permets de te couper, Alric, parce que on avait vu quand même lors de l'entrée en jeu, enfin la première formation des trois à Nantes, il me semble que c'était, ça avait oui, quand même été Détroit. extrêmement positif. Finalement, Oui, Détroit. Mais sauf qu'il y avait Delors et Dolberg pendant plus de 60 minutes. Il n'y avait pas de Gouiri. Les deux devant tout seul, ça marche pas.
Tu penses que ça marche pas? Non, ça marche pas. Ce sont des joueurs qui ont un profil similaire. Ils ont besoin d'avoir un joueur type Gouiri autour d'eux qui puisse récupérer des ballons, qui puisse dézonner, qui puisse tourner un petit peu autour et partir en percussion. Alors malgré la grosse activité que peut avoir Andy Delors sur un terrain, je l'ai trouvé inexistant parce que je suis même pas capable de dire s'il a eu une action dans le match. Dolberg, c'est pareil. Ça a été très très moyen. Non, On ça marche fera pas, mais bon. l'analyse des individualités un peu plus tard. Là, voilà, plus un ressenti global mauvais, quoi. C'est ça. Ouais, ouais, complètement. C'est un raté, mais là, pour le coup, c'est un raté qui n'a même pas eu d'effet en second mi-temps. Je m'attendais à ce que les gars soient un peu remotivés par une gueulante du coach à la mi-temps. Et en fait, non, pas du tout. En fait, c'est simple. S'il y a 3-0 à la mi-temps pour 3, il n'y a rien à dire. Et on pourra dire, oui, mais la VAR a oublié un penalty sur Boudaoui. Alors oui, c'est vrai. Mais le penalty, une fois que celui-là, il faut le mettre. Et vu notre état d'esprit ce dimanche, c'est même pas certain qu'on s'en soit sorti. Justement, toi, Ben, est-ce que le penalty non sifflé est un tournant ou finalement cette défaite, elle est totalement méritée? Bah, il y a un peu des deux. Évidemment que c'est un tournant parce que si tu marques le penalty, et comme a dit Elric, t'es même pas sûr de le marquer parce que vu la réussite sur penalty de cette saison, on se dit que ça allait faire une spirale infernale. Mais, euh, mais oui, oui, ça change le gros du match. Alors pour moi, il y a faute. Les Niçois vont dire qu'il y a faute. J'ai vu certains avis sur Twitter Il y a dire que 100 non. fois faute. Il y a 100 fois Il y a faute. même pas débat. Il y a même Oui, pour pas moi, oui. débat. Oui, oui, parce qu'on est Niçois, mais est-ce Si que... cette faute elle est commise sur Neymar, sur Mbappé, sur Ah, on est Payet, d'accord. sur n'importe qui, sur Paqueta, c'est sifflé 100 fois. Et Ah, mais on a ce vu qui sur m'énerve le Neymar, hein. plus, parce que j'ai pas du tout envie de me cacher derrière cette décision arbitrale, parce que on mérite rien de plus. Mais par contre, sur cette action, il n'y a même pas de consultation de VAR, c'est un scandale. C'est un scandale, cette Complètement. Ah oui, décision. oui. Et Faut comme à dire un ce qui est au moment, bout je d'un sais pas si moment. tu te souviens, Todibo, il se fait arracher les deux jambes par Souk, hein. Il se fait arracher comme ça. Ouais, Et ça. il n'y a rien, quoi. Ouais. Il donne Et il y a carrément la ballon pour faute à 3. l'autre, au Troyen, quoi. C'est, je sais pas. Mais est-ce que, je pose la question de façon un peu, comment dire, sans avoir trop la réponse, je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous pensez pas que la Ligue nous a dans le viseur par rapport à ce qui s'est passé face à Marseille et à tous les événements? Est-ce que vous pensez pas qu'il y a pas un complot, mais une petite haine anti-OGC Nice qui est en train de s'installer petit à petit? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, Romain? Non, je pense pas. Ouais, je suis assez. Enfin, pour ma part, je suis assez d'accord avec Ben. J'ai l'impression qu'on nous a vraiment dans le collimateur et vraiment depuis ce fameux match Nice-Marseille interrompu à la 75e minute. Mais après, c'est le cas pour beaucoup d'équipes et ce tous les week-ends depuis des semaines avec des fautes d'arbitrage qui sont même pas sifflées et qui changent complètement le cours des matchs. On l'a bien vu vendredi aussi enfin, entre PSG et Angers. Voilà, ça montre que l'arbitrage français est vraiment à la rue et c'est vraiment le pire arbitrage d'Europe pour moi, sans contestation. Alors, l'arbitrage Sans- est à la rue ou de la rue? Des deux. Bien. Pas Ah mal, là, pas mal. Merci. Bravo. masterclass là. Non, mais enfin pour revenir sur l'arbitrage, alors on peut en parler. Effectivement, moi, c'est un fait de jeu qui m'a profondément énervé, d'autant plus que ça intervient 2 jours après le scandale. Enfin, pour moi, c'est un scandale, hein, la faute non sifflée sur Romain Thomas par Mauro Icardi. Mais dans le jeu, on s'est fait bouger. On s'est fait bouger par une équipe promue, par une équipe qui, on va dire, est catégorisée comme étant entreprenante, mais qui est assez limitée de par ses joueurs, de par son expérience en Ligue 1. Euh, on avait dans l'esprit cette Et défaite qui a raté son début de saison. et on avait surtout en tête cette défaite à Lorient. Ben, est-ce que tu sentais le match piège avant ou t'avais plus confiance que ça? Ah non, mais de toute façon, je vais être honnête, hein. Mercredi dernier, j'étais invité à la radio, donc mercredi avant le match, 4 jours auparavant.
j'ai dit on va gagner 3-0, ça va être un match facile. Donc je vais pas vous mentir en disant non, j'ai vu depuis le début. Enfin, même si paraît-il que j'ai pas vu les matchs de 3 cette saison, mais paraît-il que les Troyens jouent bien au ballon. Quand on voit que l'équipe est 19e du classement avant le coup d'envoi et qu'elle n'a gagné qu'un match sur 9 possibles, même si à la trêve internationale, même si il y avait des facteurs avec notamment l'absence de Bar, l'absence de Bouiri qui est rentré un petit peu plus tard en cours de match, en toute logique, on aurait dû s'imposer. Donc je ne vais pas faire comme si j'avais prévu que ça allait être un match compliqué pour moi, donc on devait leur rouler dessus. Mais voilà, ça nous permet de prendre un coup, un beau coup même, hein, d'humilité. Au moins, on saura à l'avenir que c'est jamais facile de jouer ce genre d'équipe-là. D'ailleurs, en plus, il y avait une très bonne analyse, je crois, de Daforlan sur Twitter qui disait qu'après les trêves, on perdait souvent. Donc, je pense, plutôt vrai d'ailleurs. Donc, on saura pour les prochaines fois. En tout cas, on sera averti. Paraît-il que les joueurs étaient aussi concernés par Troyes que par Lyon, que par Marseille, etc. Je ne l'ai pas ressenti sur le terrain, mais évidemment, ça sentait le match piège. Pas vraiment, pour moi, non. On devait gagner. Non mais Une faute de parcours. ah oui, non mais attends, enfin je veux dire ce que tu dis là, alors je te rejoins Ben, hein, mais c'est ce qu'on se dit après Lorient-Nice. Ça arrive une fois. Oui, Si on a les voilà, oui, ambitions, aussi. si on a les ambitions de jouer l'Europe et de peut-être viser la Ligue des Champions, c'est pas en perdant au stade de l'Aube à 3 Hmm. qu'on ira choper la Ligue des Champions. C'est impossible, hein. Enfin, pour moi, ça conditionne le reste de la saison. Si on arrive à sortir des bons matchs contre des équipes de notre niveau, voire un peu meilleures, ok. Mais il faut aussi qu'on assure contre des équipes jugées moins bonnes. Romain, qu'est-ce que t'en penses toi par rapport à ça? Enfin, est-ce que on est encore, comment dire, en apprentissage, tout simplement? Oui, alors je sais pas si vous avez vu les déclats de Galtier juste avant le match, je crois que c'était au moins 24 heures avant, où il disait que cette équipe justement, elle n'avait pas encore le niveau pour accrocher la Ligue des Champions ou vraiment des objectifs très élevés comme celui-là. Alors ok, on peut dire oui, l'équipe elle a un super potentiel, elle fait un super début de saison, mais on est encore en apprentissage comme tu dis. Euh, voilà, le fait de perdre ce match à 3 en ne proposant quasiment rien, c'est pas possible. Et surtout pour une équipe qui se dit ambitieuse comme Nice, comme a dit Galtier juste après le match, il faut absolument pas perdre des points bêtement comme ça. Ça, c'est des matchs à gagner. Alors avant la trêve, oui, la trêve nous a peut-être coupé dans notre élan parce qu'avant ça, on a gagné contre le 19e, contre le 20e, donc Brest et Saint-Étienne. Mais là, contre le 17e, tu te permets, enfin, on perd, alors que normalement, on est censé leur rouler dessus. On n'a rien à envier on n'a rien à envier à 3. Mais, euh, mais tout simplement pour accrocher enfin pour parvenir à des objectifs vraiment élevés, il faut savoir battre ces équipes-là. Et ce match-là nous a montré qu'effectivement, il y avait encore du taf à faire. Christophe nous dit sur le chat, on aurait pu jouer 3 mi-temps sans marquer, et je crois que c'est assez symbolique, c'est-à-dire que 3 a bien joué le coup, hein, marqué rapidement dans la rencontre, et puis ensuite profiter des contres et jouer avec un bloc bas. Moi j'ai envie de vous poser une question, est-ce que justement il n'y aurait pas un problème d'ordre plus tactique dans ce Nice de Galtier? Lorsqu'il s'agit de faire le jeu, d'avoir le ballon, on sent quand même l'équipe en difficulté. Qu'est-ce que tu en penses toi, Alric, par rapport à ça? Alors, oui et non. Parce que, par exemple, quand on joue contre Brest, on a le ballon 70% du temps, on se crée un nombre incalculable d'occasions et on gagne le match. À partir du moment où on a quand même eu une équipe de Brest qui a tenté des choses, qui a ouvert un peu les espaces, et dès que l'équipe en face ouvre un peu les espaces, même si on a eu quand même un peu de chance aussi, on arrive à se créer des occasions. Mais alors, par contre, dès qu'on joue contre un bloc hyper bas, très compact, qui part en contre comme des flèches, on n'y arrive pas. Le souci, c'est que 3 n'était pas vraiment un bloc bas et pas vraiment une équipe qui laissait des espaces. Donc c'était bizarre parce qu'ils nous ont empêchés de relancer relativement haut. En première mi-temps, on avait du mal à passer
le premier rideau défensif. Hein, il n'y a que vers la fin de la première mi-temps, on a commencé à se créer des semblants d'occasion. Et comme je l'ai dit, s'il y a 3-0 à la mi-temps pour 3, parce que ils nous surpassent dans tous les domaines, il n'y a absolument rien à dire. Nos côtés, nos latéraux, que ce soit offensivement et défensivement, dans cette première mi-temps, ont été euh, presque catastrophiques. Enfin, c'est Jean-Claire Todibo qui dit à la fin du match, on a fait 25-30 minutes, 25-30 premières minutes catastrophiques. Et c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Donc ça résume bien l'état d'esprit, si tu veux, des joueurs. En seconde mi-temps, à partir du moment où on a Amine Gouiri qui rentre, on arrive à avoir de la percussion, on essaie de jouer un peu plus et on a du mal à se créer des occasions, mais tu vois qu'il y a un peu de mieux. Mais ce que je constate, c'est que dès que on nous coupe les ailes, parce que c'est littéralement ça, hein, dès qu'on nous coupe les ailes, dès qu'on ne fait plus de différence sur les côtés, notre jeu s'arrête là. Il ne se passe plus rien. Atal ne fait plus aucune différence. Donc, ok, défensivement, ça a l'air d'être un peu mieux. Parce que peut-être que physiquement, il est cramé pour faire des différences. Mais au-delà d'être cramé physiquement, hein, je pense qu'il faut qu'il bosse ses centres, qu'il fasse quelque chose. Parce qu'il n'y a aucun putain de ballon qui est arrivé correctement dans la surface. Il y a eu une période, alors il faudrait se la reprendre, une séquence qui a duré peut-être 2 minutes 30 où il y a eu 5 ou 6 centres consécutifs. Des saucisses, il a envoyé. Des saucisses. Je n'en pouvais plus. C'était pas possible. Il aurait centré du gauche, ça aurait été mieux. C'est pas possible à ce niveau-là d'avoir autant d'espace, de manquer de précision. Je suis désolé, hein. Youssef, Après, je l'aime beaucoup, un des mais centres. Ouais, bah moi je l'aime de moins en moins. Ouais, j'ai tendance à penser qu'il a surperformé une saison et que là il est cramé, le pauvre garçon. un C'est feu de malheureux à paille. dire, mais ouais, bon. Mais tu vois, par exemple, pour faire plaisir aussi un petit peu à Ben, une des plus grosses occasions qu'on a failli avoir sur un centre, c'est Hassan Kamara qui la dépose dans les pieds de Dolberg et Dolberg qui fait. Voilà. Donc tu vois, on a des joueurs qui sont capables de faire des choses bien, mais on a l'impression que dès qu'il y a un peu de pression, dès qu'il y a un peu d'intensité, dès qu'on nous prend à la gorge, hop, tout de suite, ils sont complètement tétanisés, ils savent plus trop quoi faire. Et ça, c'est problématique parce que la semaine prochaine, on joue Lyon. Et attention, parce que Lyon, ils ont sorti quand même un sacré match contre Monaco pour arriver à s'en défaire. Et ils ne nous laisseront pas tranquilles. Et ensuite, 3 jours après, on rejoue Marseille avec l'injustice de les rejouer alors qu'on les a battus. Et ça peut faire très très mal aussi. T'as dit quelque Là, les chose deux prochains matchs vont être très importants pour la suite de la saison. T'as dit quelque chose de très important, je trouve, dans ton analyse, Alric. Tu as parlé du jeu sur les ailes. Et sincèrement, Ouais. autant on avait eu un aperçu sur En notamment gros, le match à Lorient et sur d'autres matchs, mais peut-être moins importants. C'est vrai que sur ce match-là, déjà on a compris que Boudaoui n'était pas un ailier, Ben, je pense. Ah oui, c'est paradoxal parce que il y a un an et demi avant le Covid, on disait tous que Boudaoui allait trouver un vrai poste en étant lié. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son match face à Lyon en février 2020 où il C'est provoque lui l'expulsion, je crois que qui c'est fait la passe, non? Martial. Sur le deuxième. Il me semble aussi qu'il fait la passe sur le but de Oui, Casper, c'est ouais. ça. Mais il fait un match de fou, Hicham Boudaoui. Puis dans la continuité, après la saison a été arrêtée, mais les matchs suivants qu'il a fait étaient plutôt satisfaisants au poste d'ailier. Et on se rend compte, je pense que Boudaoui, c'est plus un bon milieu de terrain pour jouer à 3 en fait. Dans un 4-3-3, un milieu de terrain qui est capable un petit peu de dézonner, mais tout en restant axial. C'est pas un vrai ailier, c'est pas un centreur comme peut l'être Kluivert, capable aussi de rentrer dans l'axe quand il le faut. C'est moins son profil. Et d'ailleurs, on a vu le problème de l'autre côté avec Calvin Stengs. Là, je pense que c'est juste un souci d'adaptation et que ça ne t'aidera pas à avoir un vrai niveau Calvin Stengs. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est problématique parce que avec deux attaquants de pointe que sont Dolberg et Delors qui sont assez grands, assez imposants au jeu de tête, ça aurait été intéressant d'avoir des bons ailiers capables de centrer. Là, c'est la limite pour l'instant de l'équipe. Je pense que les ailiers sont un petit peu problématiques. Mais le souci pour Boudaoui, c'est à qui prendra la place. Parce qu'il y a Rosario, il y a Lemina, il y a Kefren Turam qui a fait une bonne entrée. Donc Boudaoui, j'ai un petit peu peur pardon, pour lui pour la suite. On a senti quand même que suite à l'entrée de Gouiri, il y a eu une sorte
un déclic. Enfin, je veux dire, il y avait beaucoup plus de mouvements. Est-ce que on serait dans une Gouiri dépendance, Romain, offensivement parlant, disons? Oui, de toute façon, son entrée, elle a prouvé ça justement que sans Guiri, on était incapable de faire la différence. Parce que lorsqu'il rentre, il fait 2 tirs cadrés, dont un avec une superbe remise de Casper Dolberg qui a été très discret dans ce match. On reviendra sur son cas juste après, dans les top flops. Mais voilà, Gouiri, quand il rentre, tu sens vraiment qu'il va se passer quelque chose. Et puis, et tu vois que les autres sont incapables de faire ce qu'il fait offensivement pour apporter le danger, etc. Donc je pense qu'effectivement, il y a une Gouiri dépendance qui était déjà présente l'année dernière pendant une période, et notamment la période où on était au plus mal, où on dégringolait au classement. Et puis voilà, après, quand l'équipe avait commencé à être mieux, Gouiri s'était un petit peu éteint. Alors, il restait performant, c'est sûr, mais il n'avait pas eu les éclats, il n'avait plus les éclats qu'il avait eu en début de saison dernière. Donc, je pense que oui, je pense qu'on est en train de retomber un petit peu dans la Gouiri dépendance. Est-ce que tu partages cet avis, toi, Alric, par rapport à Amine Gouiri? Alors, oui et pas trop. Parce que, oui, parce que, en fait, le problème, c'est pas Amine Gouiri. Le problème, c'est un joueur qui porte le ballon. Ça pourrait être Amine Gouiri ou quelqu'un d'autre. À partir du moment où on a un joueur qui est capable de faire des différences individuelles et qui est capable d'éliminer deux, trois joueurs, tout de suite, ça crée un espace et tout de suite, les attaquants qui sont devant lui, ils essaient de se libérer pour créer des solutions. Le souci, c'est que j'ai l'impression que ce dimanche, il n'y en avait aucun qui était à l'endroit. Parce que je ne sais pas si vous avez l'action en tête, mais à un moment donné, il y a cette action de Gouiri, pareil, par repercussion, et il veut tenter cette passe impossible, mais magnifique, à Casper Dolberg, Ouais, pareil, il n'est pas assez vif, il n'est pas assez tout ça, et il n'arrive pas à récupérer le ballon. Et c'est là que tu te dis, ouais. putain, mais il faut l'anticiper, ça. Il faut l'anticiper. Et ça, c'est le genre typique d'action, un attaquant comme Dolberg ou Delors ne peut pas manquer. Mais là, il y avait tellement trop d'incohérences dans le jeu niçois que tu pouvais mettre Guiri. Parce que la preuve, c'est que Guiri, il a fait quoi? 10 minutes de bien? Et puis, ça s'est retombé. Après, il y a Evan Guessant qui a fait une bonne rentrée avec cette percée magnifique, qu'on aurait dit que ça y est, il partait tout seul pour aller inscrire un but. Et pareil, la petite passe qui est ratée, il y a trop d'imperfections. Donc Guiri, oui, mais il n'a pas retourné le match. Donc c'est là où je me dis, dépendance peut-être dans l'animation, mais pas encore totalement indispensable, en tout cas pas sur ce match. Christophe nous dit sur le chat, on a joué sur un rythme de sénateur. Est-ce qu'il y a aussi cette idée que on les a pas pris au sérieux? Possible, c'est possible. Dans ce cas, on mérite pas grand-chose. Messieurs, je vous propose même si on a quand même abordé certains cas, qu'on se base là un peu plus en détail sur les performances individuelles des joueurs. Ben, qu'est-ce que tu retiens de ce match? Les points positifs, les points négatifs? Voilà, quel est ton ressenti par rapport aux performances individuelles des Niçois? Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas revu le match, mais sur ce que j'ai vu à la première à chaud, c'est tout simplement que personne n'a été bon. Eric a bien résumé, Gouiri a été bon pendant 10 minutes, après ça s'est un petit peu essoufflé. Guessant a fait une entrée en jeu plutôt intéressante. Kefren Turam aussi qui a été bon, j'oubliais. Mais parmi le 11 titulaire, c'était assez compliqué individuellement à détacher des Lemina, joueurs. ouais, Lemina. Lemina, pour moi, c'est Lemina. un peu moins mauvais que les autres, mais c'est assez compliqué. On a vu la défense assez passive sur le but et sur le but refusé également. Je vois aucun joueur qui n'a vraiment été bon. J'ai l'impression en fait que c'est un naufrage collectif. Et comme a dit Alex tout à l'heure, on a fait un non-match. Ça peut arriver. On n'était pas dans le bon jour. Et j'ai l'impression que quand Rosario n'est pas bon,
Les autres ont tendance à être un peu moins bons. Voilà, j'ai l'impression que Rosario, c'est un peu le métronome de l'équipe au niveau du niveau de jeu affiché. Est-ce qu'on pourrait pas parler Et Rosario, de la paire avec Lemina justement qui oui, n'a ouais, pas aussi. autant rayonné que d'habitude? Ouais, ouais, totalement. Bah, c'est les maîtres du jeu, c'est le milieu de terrain. Alors oui, comme j'ai dit tout à l'heure, les ailiers sont importants aussi pour les centres, etc. Mais ce sont eux aussi qui ont été en difficulté parfois au milieu de terrain, qui n'ont pas su trouver les attaquants dans le bon tempo. Alric a bien souligné par exemple l'action de Gouiri et Casper Dolberg. Gouiri qui était milieu gauche à ce moment-là. C'est symptomatique du match en fait. J'ai l'impression qu'il y avait l'idée, il y avait l'opportunité, mais ça n'a pas été fait au bon moment. Et je pense que, comme Christophe l'a dit tout à l'heure, on pouvait jouer 4-5 heures, on n'aurait pas marqué. Donc c'est un non-match, et puis je suis persuadé qu'on rebondira face à Lyon. Moi, j'aimerais quand même. Je vais me baser sur le match des Troyens parce que au-delà de la purge que nous a infligé Nice, j'ai adoré le match de Biancone sur le côté droit. Ce qui est marrant, c'est que ça tombe ça tombe approximativement dans le débat, enfin surtout sur les déclarations de Benjamin Pavard en équipe de France. Enfin, ça, c'est un autre débat. Mais bon, ça montre quand même qu'il y a un certain niveau en Ligue 1. Renaud Ripard, exceptionnel. Quel Ah joueur, oui. quelle dépense d'énergie. Vraiment, j'ai adoré son match. Et Kwame également au milieu de terrain, qui a été très bon. Alric, est-ce que tu as d'autres joueurs, toi, euh, qui t'ont fait vibrer ou pas, que ce soit Troyen ou Niçois? Et on essaie de se réjouir autrement, quoi. Alors, après, attention, ça peut paraître être une boutade, mais c'est aussi la vérité. Il y a Adil Rami qui n'a pas fait une mauvaise rentrée. Je m'attendais à ce que ça soit l'attraction du match, mais dans le mauvais sens du terme. Et au final, il a été tout à fait sérieux. Oui, après, Renaud Ripard, comme tu l'as dit tout à l'heure, du côté troyen, enfin, c'est un joueur qu'on connaissait un petit peu avec, quand il jouait à Nîmes. Il a fait tous les postes dans sa carrière. Il manque plus que gardien de but et il C'est vrai. arrive à être bon. Voilà, c'est incroyable. C'est ça. Côté niçois, après, ouais, alors il y a peut-être la défense centrale qui, sans être au top du top, a montré quand même du mieux parce qu'au final, on perd que 1-0. Il y a Benitez qui a réalisé 2-3 interventions qui ont pu être assez importantes. Après, en termes de flop, bah ouais, le 11 entier et peut-être Galtier compris parce qu'il y a peut-être des choix qui ont été faits qui étaient pas les bons. J'espère qu'on saura se remobiliser face à une équipe qui sera beaucoup plus joueuse, mais qui sera aussi beaucoup plus tranchante, à savoir Lyon dimanche prochain. Et attention, c'est pas la première fois qu'on voit qu'un match à 13h, alors c'est peut-être un détail dit comme ça, mais un match à 13h, à chaque fois, ça se passe mal. Hein. Mm. Nice-Reims à 13h, c'était 0-0. Non, c'est Nice-Monaco à 15 heures, non? 13h. Hein. C'est pas 15 heures, Nice-Reims? 15 heures, oui. Ah, t'as peut-être raison. Mais Oui, Nice-Monaco, Nice-Monaco, par ouais. exemple, Nice-Monaco, 13h, c'était dégueulasse. Là, 3 Nice à 13h, c'est dégueulasse. Moi, je veux bien, mais à un moment donné, si les horaires c'est celle-là et qu'on est obligé de jouer à ces horaires-là, il faut se plier, quoi. Donc, je sais pas qui se remettent à jour dans les préparations d'avant-match, dans l'heure de la collation, dans les entraînements, dans le réveil, je sais pas. Mais il faut que tout le monde se remobilise. Et il y a la déclaration de JC Todibo à la fin du match qui est assez parlante, c'est il va falloir se remettre en question. Ah, ouais. Ça veut dire qu'il est conscient qu'ils ont vraiment fait de la merde. Ah oui. Ah, mais je pense que moi, clairement, je n'envie absolument pas les joueurs niçois cette semaine-là. Là, je pense que ça doit charbonner, ça doit charbonner au possible, parce que c'est inadmissible, inadmissible. Et c'est pas impossible qu'on fasse un bon match et qu'on gagne contre Lyon. C'est ça qui me rend fou, moi. C'est que on est trop C'est ça. irrégulier. Mais le truc, c'est que pas prendre 3 points contre 3 qui est une équipe qui est certes est joueuse, certes aurait peut-être mérité de prendre plus de points, mais qui affiche quand même certaines limites. Je veux dire, ils ont quand même encaissé 14 buts depuis le début de la saison, ils ont inscrit que 9, ils ont déjà 5 défaites. Donc oui, c'est une équipe joueuse qui propose des choses, mais c'est une équipe qui est quand même largement à notre portée. Et le fait de ne pas vouloir, hop là, le petit chat,
le fait de ne pas pouvoir prendre 3 points contre nous, enfin, de ne pas pouvoir prendre 3 points contre 3, je veux dire, ça veut dire que contre Lyon et contre Marseille, qu'on va enchaîner très très vite, on est dans l'obligation de faire un résultat. Parce que sinon, notre seconde partie de saison, enfin notre seconde partie de saison, notre suite du championnat peut être très compliquée. Parce que là, les 3 prochains matchs, c'est Lyon, Marseille, Angers. Donc 3 équipes qui pour l'instant sont soit à notre niveau, soit au-dessus de nous. C'est vrai. Justement, Je vois. par rapport aux performances, Romain, t'avais peut-être quelque chose à rajouter au sujet des performances individuelles. Oui, c'est ça. Alors, dans ce marasme collectif où quasiment personne n'a été bon, voilà, je voulais me concentrer aussi sur les individualités qui ont vraiment été mauvaises hier. Alors, je les ai juste en dessous de moi. Alors, d'abord, on va faire un par ligne parce que voilà, sur toutes les lignes, enfin, tout le monde a été défaillant. Alors déjà, je mettrai Dolberg. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors déjà, je l'ai pas trouvé au top physiquement. Il a manqué clairement d'inspiration. Je l'ai pas senti vraiment dans son match. Il avait du mal à revenir sans doute de la sélection. Alors même si en sélection, je crois qu'il a eu un temps de jeu récemment assez restreint, mais j'ai senti un Dolberg pas vraiment dans son match. Voilà, comme disait Alric tout à l'heure, je crois, où il manque une passe où il fait un appel il fait un super appel et Gouiri lui fait une super passe, mais il est trop court sur le ballon, il n'y croit pas et ça normalement c'est des choses que lui il ne loupe jamais. Alors en première période aussi, je crois qu'il est lancé sur le côté droit et il décoche une frappe qui est arrêtée le gardien troyen, mais à part cette occasion. Euh, Ça a été insuffisant son rendement. Ensuite, Calvin Stengs qui sur le côté a été vraiment mauvais, qui n'a créé quasiment qui n'a fait aucune différence quasiment, qui a loupé ses contrôles, alors que Galtier lui avait demandé justement de rentrer dans l'axe à chaque fois mais enfin de se positionner entre les lignes. Mais ça a été un non-match clairement pour lui. Je pense que c'est son pire match, alors que juste avant la trêve, enfin, il ressortait de bons matchs. Il marque à Saint-Étienne, pardon. Contre Brest, il fait un très bon match dans le contenu, mais, mais il a manqué beaucoup d'occasions. Il aurait pu mettre même un triplé s'il avait été plus adroit devant le but. Boudaoui, c'est pareil sur le côté, on voit clairement qu'il a des limites et que ça devient qu'il est en train de se cramer sur l'aile, alors que sur le début de saison où il a été utilisé beaucoup de fois à ce poste, il avait livré des prestations assez convaincantes. Contre Lille, il met un super but. Il avait une activité incroyable sur son côté, comme face à Bordeaux, juste sur le match d'après. Donc oui, Boudaoui, pour moi, c'est un des plus gros flops de la rencontre côté niçois. Et puis Attal, c'est pareil. Défensivement, il a été plus en réussite que offensivement. Offensivement, c'est catastrophique. Il n'arrive plus à faire de différence sur le côté. Alors, il a peut-être peur de se reblesser puisque son physique, j'ai l'impression qu'il ne tient plus malheureusement. Mais, mais je pense que le Attal d'il y a 3 saisons, malheureusement, on l'a définitivement perdu. Et je pense que il est dans le collimateur de Galtier. euh, Où justement, voilà, Galtier, je voulais en venir, il a eu des déclarations très fortes quand même en conférence de presse d'après-match, où il dit que il allait réfléchir sur le prochain 11 de départ dans les semaines à venir. Et pour moi, je pense qu'il y en a qui peuvent avoir peur pour leur place de titulaire prochainement. Et je pense aussi, dans le même temps, il y en a qui ont justement perdu leur place de titulaire. Et ça m'amène à vous poser la question ce soir. Qui pour vous, dans le 11 titulaire de l'OGC Nice, a peut-être perdu sa place? Messieurs, est-ce que on peut tirer des conclusions sur ce match-là? Est-ce que il y a des joueurs qui ont perdu leur place? Tels sont les mots de Romain. Alric peut-être.
Attal, côté droit. Je pense que là, il y a un bon tour sur le banc de manière durable va lui faire, j'espère, du bien. Parce que, bon, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, que ce soit ici ou avec Sébastien, pour être joueur professionnel, il faut être sérieux tout le temps et ne pas se reposer sur ses acquis. On voit bien que à partir du moment où tu n'es plus capable de faire de différence sur ta simple capacité de faire des dribbles, ben, en fait, tu n'apportes plus rien à ton équipe, même si tu défends un peu mieux. Après, ouais, peut-être. Je ne sais pas si Melvin Barr reviendra au prochain match. Donc, je ne sais pas quel sera le sort de Camara pour le prochain match, même si ça n'a pas été le plus mauvais. Calvin Stengs peut-être pourrait partir sur le banc, mais après, la question c'est on met qui à sa place? Parce qu'on a quand même des joueurs qui sont. Enfin, on a quand même Justin Kluivert qui est encore blessé, et ça pose problème. Ouais, voilà. Après, au milieu de terrain, peut-être mettre Kefred Turam, proposer soit Limina, soit Rosario, parce qu'ils ont quand même enchaîné beaucoup de matchs. Et peut-être ça commence un peu à tirer. Peut-être que, en plus, Lemina sort d'une période un peu compliquée avec son histoire extra-sportive et tout. C'est pas impossible qu'il ait pas mal de choses à gérer en dehors du foot. Voilà, je pense qu'il y aura peut-être trois quatre changements contre Lyon, mais par contre, il faut que ce soit des changements qui soient qualitatifs, dans le sens où pas que Galtier choisisse des joueurs de qualité, mais que les joueurs qu'il Mm. choisissent se mettent au diapason pour l'équipe et prennent conscience qu'on va jouer deux matchs très importants, trois matchs très importants, mais deux vraiment, j'insiste, Lyon-Marseille, c'est un peu le tournant de première partie de saison, il ne faut pas les louper, cela. Parce que si on arrive à les accrocher correctement, on peut tourner dans le bon sens. Et si par contre on prend deux gros coups sur la tête, ça peut vite devenir compliqué. C'était Ben qui le disait en début d'émission, le foot ça va très vite, mais pas que pour les joueurs, aussi pour les résultats. C'est difficile de monter, mais c'est facile de redescendre. Tout à fait. Ben, justement, par rapport à la question de Romain, est-ce qu'on peut d'ores et déjà tirer des conclusions pour certains joueurs? Non, pour moi, ça n'a pas lieu d'être dans le sens où c'est un naufrage collectif. S'il y avait eu, je sais pas, par exemple, que la défense qui avait été mauvaise, là, on aurait pu se dire, ah oui, tel ou tel joueur est plus fautif que l'autre. Euh, le, les joueurs que j'ai envie d'écarter sont. J'avais envie de les écarter déjà bien avant. Youssef Attal, pour moi, n'a rien à faire sur le terrain. Bon, le Tomba n'est pas bien meilleur, mais le Tomba est moins mauvais, disons. Enfin, moins mauvais, non, c'est un peu dur. Mais Attal est vraiment très moyen, hein. Franchement, il est très en difficulté. Donc, bon, ce match n'est pas là pour confirmer ça, mais je le trouve clairement en dessous. Après, de là à dire que parce que Rosario ou Lemina a fait un mauvais match, on doit mettre Thuram au prochain match parce qu'il a fait une bonne entrée, c'est beaucoup trop prématuré. De là à dire que Stengs doit être remplaçant, non. Il doit prendre son temps, il doit prendre ses marques. Et Boudaoui, d'ailleurs, côté droit, va être très précieux face à Lyon, je pense, dans sa façon de jouer, dans son utilisation. Là où il y a des conclusions qui peuvent être tirées, cependant, c'est euh, c'est au poste d'attaquant. Je crois que c'est Alric qui l'évoque en début d'émission. Dolberg et Delors, ça va pas du tout ensemble. Il faut Amine Gouiri. D'ailleurs, William Humbersey le disait aussi sur France Bleu Azur tout à l'heure. La question, c'est pas savoir qui des trois va jouer, c'est qui va accompagner Amine Gouiri. Pourtant, Mingueri, j'étais un peu critique avec lui, mais pour le coup, Dolberg et Delors ne peuvent pas jouer ensemble. C'est évident. Moi, Et surtout face à Lyon. j'ai quand même l'impression que effectivement, le fait que Gouiri fasse partie du 11 de départ ne souffre d'aucune contestation. Mais sur le match de Dolberg d'hier, pour moi, c'est banquette, hein. Pour moi, c'est banquette contre Lyon parce que pas présent physiquement. Non, mais l'action qui m'a choqué, vraiment, c'est il prend un coup d'épaule. J'ai vraiment cru qu'il allait sortir, quoi. Enfin, je veux dire, l'action, le contact n'a pas l'air quand même. Enfin, je veux dire, il est en papier mâché ou quoi, le Dolberg, c'est pas Ah possible, quoi. oui, oui, il est à deux doigts de se blesser, non? Bah, où il est justement en train de revenir, il fait un retour défensif et il Ouais. prend un coup d'épaule ou que sais-je et il est au sol pendant 5-6 minutes. Ouais. Et c'est au début du match. Et c'est au début du match. Enfin, je veux dire, Et c'est au début du match. physiquement et mentalement, je ne l'ai pas senti dedans. Alors, Tout à fait. l'année dernière et il y a 2 ans,
je pense que même s'il avait cette attitude-là, de toute façon, il était titulaire parce qu'il n'y avait personne d'autre. Mais là, mec, t'as Gouiri, t'as Delors, t'as même le petit Guessant qui pousse derrière. Faut y aller, quoi. Faut y aller. Il a dit qu'il resterait à Nice. Je pense qu'il avait la possibilité de partir cet été. Il faut qu'il soit présent, quoi. Là, ce match-là, il a été horrible, horrible. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour par rapport aux performances individuelles, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, un joueur dont on n'a pas... Alors, si tu me permets 30 secondes de rajouter une petite phrase, il faut bien comprendre que, parce que après je vois fleurir certains commentaires sur les réseaux sociaux, il faut bien comprendre qu'on ne va pas défoncer l'équipe parce qu'elle a perdu, on défonce l'équipe parce qu'elle n'a rien proposé. La différence, elle est là. Si on perd en étant surdominateur, mais que pas de chance, on tombe sur un gardien qui est en état de grâce, il n'y a rien à dire. Mais là, perdre sans avoir l'impression que l'équipe s'est battue, Ah oui. ça fout la rage. Voilà, c'est tout. Merci d'apporter cette précision parce qu'effectivement c'est important. Messieurs, le moment que vous attendiez tous. On passe bien sûr au super quiz. Donc nous allons voir si cette malédiction d'Alric avec le super quiz continuera, puisque il faut absolument qu'Alric gagne le quiz pour que le gym gagne. Donc tu prendras connaissance des questions que je t'ai envoyées sur Discord, Alric. Allez, première question. On va te laisser gagner si c'est pour Non, corriger Bien sûr, dimanche, on va te laisser bien sûr, gagner, je Alric. ne démentirai pas comme ça, je prends la légende. Je ne L'esprit, démentirai pas cette information. l'esprit Coubertin du début à la fin. Première question, Voilà, messieurs. c'est tout. Je vais vous demander un score, le score du dernier match entre Nice et Troyes en Ligue 1. Oui, Alric. 2-0 pour Nice. Alric, 0-2. Alors, Alric avait levé. Ah oui, effectivement, j'ai oublié de préciser. Pensez bien à donner votre prénom avant de prendre la parole. Là, pour le coup, Alric avait levé le doigt, tel un écolier bien éduqué au premier rang. Donc. Je sais que j'ai un décalage fort, moi aussi. Non, mais t'as bien fait, t'as bien fait, t'as bien fait. Alric, bien joué. Deuxième question. Celle-ci était un peu plus compliquée. Quel est le point commun justement entre ces deux matchs? Le match qu'il y a eu donc hier et le match qui a eu lieu donc le 1er avril 2018 où Nice effectivement l'avait emporté 2-0 à 3 avec un doublé d'un certain Alassane Plea. Oui, Alric? Alric, il était arbitré par Johan Hamel. Ah oui. Waouh! Non, mais il y a des Bien trucs vu, là. bien vu, bien vu. C'est en regardant, Bravo, le, Alric. c'est en regardant le résumé tout à l'heure que... Alors, en toute honnêteté, je ne voyais pas d'autres points communs. En toute Non, mais honnêteté, bravo, je ne Alric. voyais pas d'autres points communs. Félicitations, c'est bien trouvé. Troisième question. Là, on est sur un joueur, on recherche un joueur. Et là, petite nouveauté, c'est une charade. Ouais, j'aime bien la charade. Dès que vous l'avez, vous levez le doigt ou vous dites votre prénom comme vous le souhaitez. Mon premier est une note de musique. Mon second se trouve dans le pain. Mon troisième signifie mur en anglais. Mon quatrième est une planète. Mon tout joue actuellement au Sporting de Kansas City. Ah, Alric, Rémi Walter. Oui. Waouh! Oh oui. Bien Oh. vu, bien vu, bien vu. Rémi et Walter, effectivement. Alric, t'as mangé Il a quoi? déjà gagné. T'as mangé quoi ce soir? Ah, non, mais Le vin rouge était bon apparemment. Je t'ai dit que j'allais réviser. Je peux te dire que j'ai regardé la liste des joueurs qui ont joué pour les deux clubs. J'ai dit, ils sont pas beaucoup, donc ça va. Il n'y aura pas de questions sur Christophe Herrel. Non, non, non. Mmh. Quatrième question. En il y aurait pu avoir Ben Saada, voilà. Shaoki Ben Saada. Putain, je l'avais pas. Ouais. Oh la vache. Quatrième question. Là, c'est une question sur Laurent Batles, qui personnellement c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé. Alors là, alors là, Ben il se dit oh là là, attends, parce que Laurent Batles c'était un joueur. Non, je Ah rigole, oui, oui. je rigole, je rigole. Déjà, Oui, parce que Ben n'était peut-être pas il y a pas de chance. Je vais vous poser la question suivante. Dans combien de clubs a-t-il joué étant joueur? N. Allez, 8. proposition d'Alric. Ah, je suis en train de réfléchir. Je dirais 10, parce qu'il en fait beaucoup. Romain.
8. Les gars, c'est 7. Ah merde. Alors, là, en fait, il a Ah oui, joué. Il a je joue joué. 2 fois à Toulouse. Merde. Attends, mais attends, tu nous fais quoi là, Ben? Tu serais pas en train de. Oh, le mec! Oh la vache! Il a même pas vu qu'il y avait 2 fois Toulouse! Oh là là, non, oh l'escroc, l'escroc. Ce point il est pour Romain. Oh, non. Ce point il est pour Ah, Romain. c'est Ce pas point il est pour Romain. Non, non, je suis désolé. J'ai au moins l'honnêteté d'avouer. Oh non, bah attends, je voyais refléter la page Oh le Wikipédia. bâtard, il a triché en plus. Et moi, je Oh là là là. en plus. Quel escroc! Mais quel escroc! On n'a jamais vu ça. Oh là là. Dernière question. Sans problème. Je m'éloigne. Donc Dante fête son anniversaire aujourd'hui. Il a 38 ans. Et puis il forme avec Jean-Claire Todibo une des meilleures défenses de Ligue 1. Petit retour dans le temps. Le 1er avril 2018, il y a cette victoire 2-0 à 3. Quel était le joueur avec qui il a formé la paire lors de ce match-là? Ah non, je l'ai pas. Ben, vas-y. Paul Base. C'est non. Non, Ah non, Base, c'est pas Base. j'ai pensé pareil, mais non. Ah oui, je sais, Marlon. Marlon. Et vraiment, lorsque j'ai regardé le résumé, je me suis dit, mais qui c'est qui a fait cette cagade sur l'occasion de 3? Et je vois numéro 4, je me suis dit, bah, c'est Paul Bass. Mais non, on a eu un certain Marlon, prêté par le Barça. Paul Bass, c'était la saison avant. C'est vrai, bah oui, il part je crois à Malaga. Sassuolo, non? Actuellement, est-ce qu'il est toujours à Sassuolo? Peut-être. Toujours en Non, Italie. non, Marlon, là, il est au Shakhtar. Ouais, il est là-bas, ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah, je n'avais Oui. pas l'info. Alric, bravo. Bravo, Ouais, bravo. Alors là, Félicitations, franchement, monsieur. chapeau. Hein. Bravo. Je pense que c'est ton quiz que tu as le plus maîtrisé. Carton jaune pour Ben, hein, par contre. Hein, je t'ai pas dit pour. Ah, c'est même carton. Non, mais Il y avait Pancho, celui- regarde il y avait celui pourquoi je Pirlo, prends carton là, jaune. aussi. Regarde. Je sais pas si tu vois bien. Ah, Siméli. Bien sûr que tu prends carton jaune. Bien sûr que tu prends carton jaune. Bah voilà. C'est dans le thème. C'est évident, c'est évident. Ah non, mais Alric, très très fort. Messieurs, dernière rubrique de cette émission, Ah, j'ai eu de la chance. avec justement la projection sur le prochain match. On en a un peu parlé, cette réception de l'Olympique lyonnais à l'Alliance Riviera, avec un stade, on l'espère, plein, même si la POP sera toujours fermée. D'ailleurs, est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle sera réouverte? Pour Le Montpellier, 7 non novembre contre Montpellier. Au prochain match. Ok. Ok. Messieurs, comment voyez-vous ce match? Lyon est dans une forme extrêmement positive. C'est une forme olympique. Oh là là, en plus il est bon. Hein. En plus, il est. Ça, je te rajoute un point. Je te Les rajoute un jeux point de sur le mots, quiz. merci. Ça change rien à l'issue, mais je te rajoute quand même un point. Oh là. Merci. Ça vaut un point là. Ça compte pas. J'ai mais mangé ça du vaut lion. un point. C'est ça. Oh là, la doublette. Ouais, les 2 points. Au lieu de dire des conneries, Ben, comment tu vois ce match justement à domicile contre Lyon? Ça va être un gros match, un gros spectacle. Tu t'attends à quel résultat? Alors j'ai l'impression, je voulais rebondir sur ça tout à l'heure, j'ai pas pensé pendant que je parlais. J'ai l'impression que cette équipe c'est un peu comme celle de 2016-2017, c'est-à-dire qu'on galère face aux petits. En 2016 on perd face à Caen, on fait un match nul aussi face à Caen, on fait match nul face à Bastia, on perd en fin de saison face à Angers, enfin que des petites équipes. Et à contrario, Lyon, Monaco, bon Monaco on a perdu 3-0 match retour, Paris. mais Lyon, Monaco, Paris, etc. Ils sont tous passés à la trappe. Et j'ai l'impression que ça va être un petit peu le cas cette année. On va être capable de mettre de l'intensité quand ça va être des équipes plus fortes, quand on aura plus d'espace, quand on aura les défenseurs adverses qui vont être plus loin, ça va permettre aux joueurs de se projeter, notamment, je pense, les ailiers, d'où l'importance de Boudaoui et de Stengs lors du prochain match. Et je ne sais plus qui avait dit ça. Il ne fallait pas enterrer les ailiers, je le rejoins totalement. Je ne sais pas si Chloé Verte sera de retour, mais ce sera un point intéressant, les ailiers. Puis je pense que voilà, Lyon, c'est une équipe qui renaît un petit peu de ses cendres après un début de championnat assez délicat. Je pense que oui, ça va être un match ouvert, ça va être un beau match à domicile, c'est pas négligeable.
n'y aura pas la Populaire Sud, mais la tribune en face tâchera de mettre un petit peu d'ambiance. Ce sera la seule tribune qui mettra de l'ambiance de toute façon. Tâchera de mettre de l'ambiance et de pousser les nôtres à la victoire, mais je suis relativement confiant parce qu'on joue à domicile et que Lyon ne réussit souvent à domicile. Je ne sais pas quand on remonte la dernière défaite face à Lyon à domicile, Il mais j'ai semblerait, pas de mémoire, c'est souvenir. le 5-0 qu'on prend avec le but de Miziane Maolida. Ah oui, bah voilà, c'est ça. Mais sinon, on regarde l'année dernière, enfin, il y a 2 ans quasiment, on gagne 2-1. On a gagné 3-0 en novembre 2015. Je crois que la deuxième année d'Alliance, on gagne. Enfin, contre Lyon, on est souvent efficace et on est souvent en réussite. Donc, il faut continuer ainsi. Je pense qu'on peut s'imposer. Pour donner un prono, parce qu'il faut bien donner un et se mouiller, je dirais 2-1. Allez, 2-1. Ok, Avec un but de Casper et de Amine Gouiri. ok. Romain, ton avis sur ce match-là qui aura lieu donc dimanche. Eh bien, j'ai envie de croire à la victoire de l'OGC Nice. Parce que comme a dit Ben, le paradoxe qu'il y a avec cette équipe niçoise, c'est que contre les petits, on est en difficulté, mais contre les équipes qui ne refusent pas le jeu et qui laissent des espaces derrière, en général, on arrive à mieux jouer et à proposer un visage plus... un meilleur visage. Voilà, donc j'ai envie de croire à la victoire contre Lyon, mais en tout cas, si on veut gagner contre eux, il va falloir bloquer Paqueta. Ça, c'est clair et net. Alors, ils ont une équipe qui, dans toutes les lignes, est très très intéressante, mais Paqueta, qui est vraiment le métronome de cette équipe lyonnaise, je pense qu'il va nous donner beaucoup de fil à retordre dimanche. Mais j'espère que l'équipe sera au rendez-vous et je vois une victoire. Oui, de Buzyn, comme Benjamin. Je compte sur Mario Lemina pour faire un marquage à la culotte de Lucas Paqueta. À mon avis, Et je pense que ça va être un sacré duel. Euh, aussi, j'ai envie de rajouter, si je peux me permettre, je pense que Bard et Gouiri, attention, parce que les deux, à mon avis, vont vouloir manger du lion. Donc, ouais. Ah, pas mal. Pas mal, Romain. bah après, tu l'as utilisé aussi cette expression hein, aussi, donc C'est pas grave, c'est entre une licence, on se fait des passes D, l'essentiel c'est que tu la mettes au fond. C'est voilà, ça, exactement. c'est ça. Alric. Alors, vous avez la mémoire courte, les gars, parce que le dernier match à domicile contre Lyon, c'était l'année dernière, et on perd 4-1 en décembre 2020. C'est totalement Oui, mais vrai. ça, il y avait le Covid, il y C'est avait le Ah oui, totalement Covid. c'est vrai. vrai en plus. Ah, c'est vrai. Non, mais, non, mais on l'a oublié, on l'a tous oublié cette saison, on va pas se mentir quand même. C'est Oui, oui, on l'a oublié, mais c'est Gouiri qui Oui, met un voilà, but de la tête, contractuellement non, il me parlant. on l'a semble. oublié. Oui, c'est Gouiri. Ouais. C'est Gouiri qui met un bout de la tête, effectivement. Sur un centre de Ronny Lopez, oui, parce que Ronny Lopez a joué à Nice. Hein. Je sais pas si vous vous en rappelez. Ah, d'accord. Voilà, je vous l'apprends. Ah ouais. Non, c'était Gouiri Lopez, c'était son frère jumeau. Ah, d'accord. Donc, moi aussi, je vais faire mon petit jeu de mots. On va pas tarder à attaquer les Jeux Olympiques, puisque nous sommes l'Olympique Gymnast Club de Nice. On va jouer contre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est fait pour moi. Et puis, oui, ça va être un match compliqué. Si on n'est pas sérieux, on va se prendre une branlée. Donc, j'espère une victoire type 1-0 un peu à l'arrache. Mais faut pas perdre. Il faut pas perdre. Et surtout, si on perd, il faut pas prendre une claque. Parce que là, on est à plus 12. Mais si on prend genre 4-1 ou un truc comme ça va vite fondre. Et la différence de but qui est ultra positive en ce moment, qui nous vaut presque un point de plus, elle peut vite retomber. Alors, sans tomber dans le défaitisme, je pense que cette défaite contre 3 elle m'ennuie parce que tu aurais pu aborder les deux matchs contre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille de manière beaucoup plus sereine. Et là, tu es quasiment dans l'obligation de gagner ces deux matchs-là, encore plus celui de Marseille. Mais tu es dans l'obligation de gagner celui de Lyon parce que tu viens de faire une vraie contre-performance. Alors que bon, si tu avais gagné contre 3, même si c'était à domicile, tu aurais dit bon, allez, un petit match nul contre Lyon, histoire 2, et une victoire contre Marseille parce que c'est Marseille. Mais là, tu es vraiment obligé d'afficher un visage tout autre, d'autant plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on n'a rien proposé contre 3. Et c'est ça que les joueurs doivent se faire pardonner au-delà de la défaite. Donc non, moi j'espère une victoire, ouais, même 1-0, ça ne me dérangerait pas. Mais ce que je veux voir, c'est une équipe qui joue
une équipe qui, même si elle n'est pas en totale maîtrise, elle propose quelque chose et qu'elle nous rende fiers au moins en se battant. Ouais, tout à fait. Je pense que on a besoin de voir nos aiglons qui se donnent, qui rendent fiers, je pense, tous les supporters présents dans le stade et les supporters aussi qui suivront ce match. Moi, je vois une victoire 2-0 avec un but d'Amine Gouiri, un clean sheet pour se rassurer et puis pour laver l'affront un peu de cette débâcle contre 3 parce que c'est dans cette optique-là, je pense que les joueurs doivent aborder ce match, se rattraper du match contre 3 et puis gagner ensuite dans la foulée contre Marseille par ego et par fierté parce qu'on a des choses à montrer et à prouver. Messieurs, sur ce, nous allons conclure. L'émission touche à sa fin. Je vous remercie en tout cas tous les trois d'y avoir participé. J'espère que vous avez pris quand même du plaisir, même si c'est vrai que évoquer une défaite n'est jamais une chose aisée. Mais bon, il y a eu quand même des choses à dire. On a fait un petit crochet avec les actualités autour d'Hugo Lloris et de Andy Delors. On se retrouvera nous donc lundi prochain pour débriefer donc de la future victoire de l'OGC Nice qui recevra donc l'Olympique Lyonnais à domicile et puis comme Alric 4-1 contre nous. a gagné le quiz il y aura aucun souci. Donc les gars, bah, écoutez, je vous souhaite une agréable soirée. Merci messieurs, à vous aussi. Et puis bon Soirée. appétit. Merci à toi, Ouais, merci à tous. bon appétit à vous et puis à très Merci. bientôt. Merci. Issa Nissa. Allez, ciao ciao et Salut, ça. Sanissa.